Partout en Europe, les forces attachées à notre civilisation, les forces de l'enracinement, progresser ou gagner, créant une véritable espérance, une vraie voie vers le renouveau. En France, les patriotes remportent l'élection et tiennent en échec Macron et ses nombreux soutiens politiques, financiers, médiatiques. Les noms de Moscovici, Juncker et quelques autres cèdent la place aux vainqueurs, Orban, Salvini, Farage notamment. Ces victoires sont aussi la réussite de TV Liberté qui, depuis 5 ans, quotidiennement se fait le porte-parole de ce mouvement de fond que connaissent la France et l'Europe. Votre chaîne alternative est l'illustration, la représentation des mêmes valeurs, des mêmes principes, du même esprit d'indépendance. Mais l'on ne peut pas se contenter que de ce satisfecit, de ce bel impact. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous développer davantage et devenir dès lors incontournables. C'est pour cela que nous lançons dès aujourd'hui une campagne 1+1. 1+1, les objectifs sont simples. Chaque téléspectateur qui prend connaissance de ce message doit trouver une autre personne, un ami, une connaissance dans son entourage pour faire partager et connaître les émissions de TV Liberté, pour s'abonner à notre lettre d'information et pour suivre nos réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui, tout de suite, continuer de créer cette chaîne de solidarité combattante et renforcer notre communauté avec cette opération 1+1. 1+1. Si nous associons à un don un nouveau don, alors sera assurée enfin la survie de TV Liberté et notamment pendant la période de l'été toujours financièrement difficile. Je trouve un nouveau donateur ou je double mon propre don. Je fais vivre TV Liberté, mais mieux, je lui donne les moyens de me défendre. Vous le savez, la liberté a un prix. Alors, n'attendez pas, rendez-vous à la fin de ce message à la rubrique « Dons » de tvliberté.com. Le système vacille. Face aux progressistes et aux mondialistes, ce sont les peuples qui reprennent le pouvoir. Le mouvement est enclenché. C'est plus que jamais l'heure de TV Liberté. Nous avons besoin de votre aide de manière urgente, maintenant, parce que pour nous, c'est vital. Et n'oubliez pas, le prélèvement à la source ne change rien. Votre don donne toujours droit à une réduction de 66% d'impôts. Hello, c'est ma bataille préférée. Ouais, je sais, ça fait un peu lycéen quand on dit ça. Là, on parle de bataille, on parle pas de groupe de musique, mais quand même, j'assume, c'est ma bataille préférée. Pourquoi? Eh bien, ça a été une bataille très dure, très incertaine, très éprouvante pour les hommes, une boucherie même, on peut le dire, en employé ce mot à l'époque. Mais c'est justement au cœur de cette bataille sanglante, de cette tragédie, qu'on a pu assister à des actes héroïques, épique, vous savez, le genre qui vous fait hérisser le poil sur le bras. Et vu les anecdotes que j'ai à vous raconter, je n'ai pas hésité une seconde dans le titre à qualifier Hello de bataille la plus épique de l'histoire. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Hello, c'est une bataille qui intervient au sein des guerres de la 4e coalition lors de la campagne de Prusse-Pologne. Les Prussiens viennent de prendre une déculottée mémorable à Iéna, alors Napoléon se porte désormais vers leurs alliés russes pour leur faire subir le même sort. Quand il arrive à Eylau, où le russe Benningsen s'est installé avec 80 000 hommes, l'empereur n'a que 46 000 hommes au soir. Mais il décide que le combat commencera quand même le lendemain matin dans l'attente des renforts. Le lendemain matin, donc 8 février 1807, les Français qui sont épuisés après de longues marches dans le froid et qui ont à peine mangé, voire pas du tout pour certains, sont réveillés à coups de canon à 6 heures du matin par l'artillerie russe qui va les pilonner pendant des heures sans discontinuer. L'artillerie française va donc répondre et on va assister jusqu'à 9 heures du matin à un intense duel d'artillerie. Et d'ailleurs, l'artillerie française, pourtant 2 fois moins nombreuse, est mieux installée et va faire des dégâts considérables dans les rangs russes. Vous savez, les Russes sont installés en rang serré et donc les boulets français
vont enlever des files entières de soldats. Vers 9 h, la bataille s'engage pour de bon avec l'arrivée de Davout qui passe immédiatement à l'attaque sur l'aile droite. Voilà, je pense que là, je vous ai posé les bases de la bataille. Maintenant, on va passer aux anecdotes. Je l'ai donc dit, Davout attaque par l'aile droite, mais il ne parvient pas à prendre le dessus et se retrouve même en difficulté. Alors, pour le soutenir, l'empereur, qui est posté au centre du dispositif dans le cimetière d'Eylau, il envoie en renfort les corps d'Augereau et de Saint-Hilaire. C'est là que va se jouer le premier grand drame de la bataille, puisque les divisions Augereau et Saint-Hilaire envoyées en renfort vont tomber dans une tempête de neige, et là ils vont être totalement aveuglés, leur mouvement va être désordonné, et ils vont se retrouver à présenter leur flanc aux Russes qui vont aussitôt en profiter en tirant là-dedans à grands coups de mitraille. Là, c'est un carnage total, les décharges d'artillerie de mitraille font des ravages, des centaines de Français sont fauchés en un seul coup, Augereau est blessé et le régiment, le 14e de ligne, est décimé sous les yeux de l'empereur. Le 14e de ligne, justement, après avoir subi la mitraille, va se retrouver coincé en haut d'un monticule formé en carré, à subir les assauts incessants des Russes, les tirs de mitraille, les tirs de canon, sans aucun moyen pour se dégager. L'empereur fait tout son possible pour leur envoyer des aides de camp, pour leur dire de se replier au plus vite, mais les aides de camp sont tous tués avant même d'arriver au régiment. Ça nous amène à la première anecdote épique tragique de cette bataille, c'est l'histoire de la jument Lisette et du capitaine Marbeau, puisque l'empereur, qui est désespéré de voir le 14e de ligne se faire décimer, et qui est désespéré de voir ses aides de camp ne pas parvenir à les joindre, envoie alors le capitaine Marbeau, qui va monter sur une jument appelée Lisette, et qui va foncer à travers les lignes ennemies vers le 14e de ligne. Cet épisode, il va le raconter dans ses mémoires et il va devenir célèbre, tout comme la jument, et je vous le résume rapidement. Marbeau s'élance à travers les lignes sur sa jument sans se faire tuer. Il arrive enfin au milieu du carré du 14e de ligne et il leur dit que l'empereur veut qu'il se retire immédiatement. Et là, le chef de bataillon lui répond, je cite, « Je ne vois aucun moyen de sauver le régiment. Retournez vers l'empereur, faites-lui les adieux du 14e de ligne qui a fidèlement exécuté ses ordres et portez-lui l'aigle qu'il nous avait donné et que nous ne pouvons plus défendre. Il serait trop pénible en mourant de la voir tomber aux mains des ennemis. » Marbeau s'empare alors de l'aigle et les soldats du 14e de ligne qui se savent condamnés à ce moment-là lui font leurs adieux au cri de « Vive l'empereur ». Déjà, c'est déjà une scène épique. Et à ce moment, alors que Marbeau s'apprête à partir avec l'aigle, il est frappé par un boulet, pas derrière la tête, mais il y a un boulet qui lui passe derrière la tête et qui le frappe au crâne. Et là, il décrit dans ses mémoires que le sang lui sort de partout, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Et pourtant, il est toujours vivant. Il est parfaitement conscient, il est toujours assis sur sa jument, mais il est totalement incapable de faire le moindre mouvement. Puis, les grenadiers russes attaquent, et là, c'est la mêlée générale. Du haut de son cheval, Marbeau voit tout ça sans pouvoir réagir. Et pire, il raconte comment il voit un grenadier russe faire des efforts considérable pour essayer de le frapper avec sa baïonnette. Et vu qu'il n'y arrive pas, il dit à ses camarades de viser le capitaine Marbeau avec leurs fusils. Donc les Russes tirent avec leurs fusils par-dessus la tête de tout le monde pour essayer de tuer Marbeau, qu'on prend alors pour un chef. Et lui, il voit tout ça totalement impuissant, sans pouvoir bouger, sans pouvoir se dégager de là. Finalement, après avoir entendu les balles siffler sans arrêt à ses oreilles, il y a un soldat russe qui parvient jusqu'à lui dans la mêlée. Il réussit à lui transpercer le bras gauche. Puis il dérape et il plante sa baïonnette dans la cuisse de la pauvre Lisette, la pauvre jument. Et là, il faut que je vous lise Marbeau. Donc la jument Lisette, je cite, « Rendue par la douleur à ses instincts féroces, se précipita sur le Russe et d'une seule bouchée lui arracha avec ses dents le nez, les lèvres, les paupières, ainsi que toute la peau du visage et en fit une tête de mort vivante et toute rouge. C'était horrible à voir. » Mais c'est pas fini puisque Lisette, paniquée, vu qu'elle vient de se prendre un coup de baïonnette dans la cuisse, eh bien non seulement elle déchire la tête carrément du soldat russe, mais elle réussit à s'extraire de la mêlée et elle rebrousse chemin direction le cimetière d'Eylau. Mais comme elle se vide de son sang, elle s'effondre en chemin et Marbeau se retrouve inconscient dans la neige au milieu des morts. Il se réveille 4 heures plus tard, la bataille est finie, il est entièrement nu puisqu'il a été dépouillé de ses vêtements et il est toujours incapable de bouger et même de parler. Il reste comme ça, nu, au milieu des morts, on le confond avec un cadavre, on ne fait pas attention à lui, il reste comme ça
de longues heures, la nuit tombe, il s'apprête à ne pas passer la nuit, mais il est finalement sauvé par son aide de camp justement, qui le retrouve et qui parvient à le tirer de là. Et après tout ça, après tant d'efforts et de douleurs, de traumatismes, eh bien vous savez comment il conclut cet épisode. Là, je vous le cite. « Aujourd'hui, où l'on est si prodigue d'avancement et de décoration, on accorderait certainement une récompense à un officier qui braverait les dangers que je courus en me rendant vers le 14e de ligne. Mais sous l'Empire, on considéra ce trait de dévouement comme si naturel qu'on ne me donna pas la croix et qu'il ne me vint même pas à la pensée de la demander. » Franchement, lire ça à une époque où on donne la Légion d'honneur à Danny Boone, franchement, ça fout les boules. Voilà pour la première anecdote épique de la bataille d'Eylau, celle de la jument Lisette et de Marbeau. Maintenant, une autre anecdote moins personnelle, celle-là, qui intervient juste après, c'est-à-dire le combat de la garde à la baïonnette dans le cimetière d'Eylau. Parce que la mésaventure d'Augereau et de Saint-Hilaire qui s'étaient égarés dans le brouillard, et puis le 14e de ligne, avait laissé un grand trou dans le centre français, et ça, les Russes ont voulu en profiter, évidemment. Une colonne russe de grenadiers se présente donc à l'entrée du cimetière, au centre du dispositif français. Au cimetière, c'est là où l'empereur est établi avec sa garde, hein, donc Napoléon est juste là. Et là, justement, pour éviter le désastre, Napoléon va devoir engager l'infanterie de sa garde pour la première fois dans l'histoire de l'Empire. Mais attention, il ne l'engage pas n'importe comment. Là, on parle quand même de la garde impériale de Napoléon. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode entier consacré à ce sujet que je vous invite à voir. Au moment où les grenadiers se présentent face aux Russes, et qu'il y en a quelques-uns qui commencent à en avoiner avec leurs fusils, hein, normal quoi, eh bien le général d'Orsène s'exclame « L'arme au bras, grenadier, la vieille garde ne se bat qu'à la baïonnette ». Et là, c'est à la stupéfaction des Russes, un gigantesque combat au corps à corps qui s'engage à l'entrée du cimetière et leur attaque est stoppée net par les Français qui sont galvanisés par la présence de leur empereur juste derrière. La situation a été maîtrisée à l'entrée du cimetière, mais elle n'est pas encore rétablie pour autant, ce qui nous amène à ma troisième anecdote, la gigantesque charge de cavalerie menée par Murat. Bon là, ça va être simple, net et précis. L'attaque du cimetière a été évitée, mais les Russes continuent leur contre-attaque en essayant de percer le centre français pour couper l'armée française en deux. La situation est critique à ce moment-là, et l'empereur se tourne vers Murat sur son cheval et lui lance « Vas-tu nous laisser dévorer par ces gens-là » Et là, sans un mot, Murat réunit toute la cavalerie disponible. Je dis bien toute la cavalerie disponible, ce qui signifie 12 000 hommes. C'est monstrueux et c'est tout simplement l'une, si ce n'est la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. À voir comme ça cette masse se déplacer, faire trembler la terre, sabrer à l'aller et au retour, j'aurais pas aimé être russe à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai envie d'être russe à aucun moment. Mais résultat, ce fut magnifique, mais ça n'a pas suffi à gagner la bataille, juste à rétablir la situation et c'était déjà bien assez. Mais c'est surtout la grande classe, et ça c'est le principal. Et enfin pour finir, dernière anecdote lourde de cette bataille, elle tient seulement en 2 répliques lancées par le colonel Lepic qui commandait les grenadiers à cheval de la garde à ce moment-là. La première réplique se déroule juste avant la charge de Murat, enfin dans la file d'attente si vous voulez. Le colonel Lepic et ses grenadiers sont en train d'attendre leur tour pour charger. Et là, il y a l'artillerie russe qui continue à les pilonner, il y a des boulets qui frappent, il y a des hommes qui tombent. Et face à cela, dans un instinct, dans un réflexe naturel, instinctif, il y a des cavaliers qui rentrent leur tête dans les épaules, quoi, par réflexe si vous voulez. Enfin, normal, il y a des boulets qui pleuvent de partout. Et là, le colonel Lepic, avec sa grosse voix de vieux de la vieille, crie à ses hommes « Haut les têtes, la mitraille, c'est pas de la merde ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est épique, c'est tout simplement épique, c'est la classe, c'est affronter la mort avec honneur et fierté, c'est la France, c'est tout. Et ensuite, après la charge, au moment où justement Lepic et ses hommes ont été emportés un peu trop loin par leur charge et ils se retrouvent encerclés par les Russes. Il y a les Russes qui leur demandent de se rendre, hein, normal j'ai envie de dire. Ils sont encerclés, ils vont se faire massacrer, il n'y a pas d'issue. Autant arrêter les frais. Mais non, c'est bien mal connaître le colonel Lepic, puisqu'au moment où les Russes lui demandent de se rendre, il se tourne vers ses hommes, puis il se tourne vers les Russes, et puis il leur lance « Regardez-moi ces gueules, est-ce qu'elles ont l'air d'avoir envie de se rendre ?» Bon,
Là, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. De toute façon, moi, j'en peux plus. Là. J'arrête. C'est trop. C'est beaucoup trop d'actes épiques, héroïques, beaucoup trop de punchline, beaucoup trop de classe. Moi, j'arrête là. J'en peux plus. La bataille, elle sera remportée au soir par l'arrivée en renfort de Ney. Ce sera une victoire à la Pyrrhus pour les Français, c'est-à-dire que les Français vont être maîtres du terrain, mais c'était pas une bataille décisive. Il faudra attendre Friedland des mois plus tard. Mais voilà. Moi j'arrête maintenant, c'est trop là, c'est trop dur à supporter, j'en peux plus. Néanmoins, j'espère que cet épisode vous a plu et puis que ce genre d'anecdote vous hérisse le poil comme à moi, comme il vous a hérissé le poil justement dans l'épisode consacré à la garde impériale que je vous invite à voir. Si vous en voulez plus des épisodes comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me proposer des idées d'épisodes dans les commentaires à chaque épisode. Ils sont là pour ça. Merci de votre attention et à bientôt sur TV Liberté.